Passion MLB, le podcast, épisode numéro 31. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Merci à tout le monde d'être là, de nous écouter, d'être fidèle au poste à chaque semaine avec nous pour partager cette passion-là du baseball à tous les jeudis soirs sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube en live à 20h. Et tous ceux qui nous écoutent aussi en format podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, merci d'être là avec nous. Avec nous, évidemment, c'est moi, Charles-Alexis Brisebois, et c'est Sébastien Berroir qui est là avec moi à chaque semaine. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va très bien, M. Brisebois. Moins d'une semaine avant le vrai baseball, donc ça ne peut pas aller mieux. Il reste, bon, pour ceux qui vont nous écouter, mettons, le vendredi matin, il restera 3 matchs pour... Non, pas 3 matchs pour Non, chaque non, non, équipe. non, non, Sébastien, non. il va rester peut-être 4, peut-être 5, peut-être 3 matchs selon le classement, selon si Rob Manfred ça y tente pour les, les Mets et les Braves. On y reviendra là-dessus avec toute cette situation-là, évidemment, là, qui complique un petit peu les choses. Et qui, Sébastien, je vais te l'avouer d'une façon peut-être un petit peu égoïste, gâche nos plans parce que... Ben, gâche nos plans. Le lundi soir, on peut vous l'annoncer pour ceux qui nous écoutent. Lundi soir, on va faire un épisode spécial du podcast parce que la saison est supposée se terminer le dimanche pour tout le monde et les séries commencent le mardi. On s'est dit lundi soir, quelle belle occasion pour faire un épisode spécial avec tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent avec le podcast, pour mettre la table un peu pour les séries éliminatoires. On s'attendait évidemment à ce que le classement soit complet. Peut-être qu'il restera certains petits points d'interrogation, mais écoute, on s'adaptera puis on mettra un petit peu plus de conditionnel quand on parlera de cette division-là. Quelle mauvaise décision on a prise, hein? Ah, je ne sais Mais, pas qu'on a pensé. mais je ne sais pas qui a pris la pire décision entre nous et le baseball majeur, mais ça, on y reviendra. Oui, c'est ça. J'ai vraiment envie d'en parler. Fait que passons tout de suite, Sébastien, au bloc des Blue Jays. On va clencher ça, puis après, on ira chialer un petit peu contre le baseball majeur et les Braves d'Atlanta. Mais pour l'instant, voyons voir ce qui s'est passé dans la dernière semaine chez les Blue Jays de Toronto. Okay, Blue Jays, let's play baseball. Est-ce que John Schneider va être de retour? Ben là, je ne sais plus quoi répondre. Là. Non, hein? La réponse Non. que tu as écrite dans ton texte. Ben, si on se fie aux paroles du principal intéressé, il va être de retour. Il s'attend à être de retour. Il a hâte d'être de retour. C'est Ouais. extraordinaire. Nous Tout le aussi, monde a hâte. on a tellement hâte de voir John Schneider dans l'abri des Blue Jays le 30 mars ou je ne sais pas à quelle date la prochaine saison va commencer, mais on semble se complaire dans la médiocrité à Toronto. Hein. On aime ça, notre petit confort. On va rester avec notre petit John Schneider qui nous a amené nulle part jusqu'à maintenant, avec notre petit Ross Atkins, notre petit Mark Shapiro. On aime ça, la petite clique qui est en place présentement, qui n'est pas capable de nous amener au prochain niveau, bien qu'on était sur la bonne voie dans les années précédentes. Je peux pas croire que John Schneider va être le gérant des Jays dans une année, on le répète depuis plusieurs semaines, dans une année où on espère gagner le championnat. Ça ne peut pas être John Schneider qui t'amène un championnat en 2025 à Toronto. Non. Puis, tu sais, on met sur ce groupe-là, c'est quelque chose qu'on répète aussi, évidemment, là, mais on met sur un groupe qui a rien gagné, qui a même pas gagné un seul match en séries éliminatoires. Tu sais, bon, la direction en 2016, mais on va s'entendre que c'était l'équipe d'Alex Antopoulos encore. Là. Tu sais, John Schneider n'a pas gagné avec le cœur actuel. Ross Atkins, avec la formation qu'il a construite et qui a fait les séries à partir de 2020, ça a été des balayages contre Tampa Bay, contre Seattle. Et par la suite contre les Twins du Minnesota, dans les situations évidemment qu'on connaît. Bonne question ici qu'on a d'ailleurs, Sébastien, de mon père. Qui pourrait remplacer Schneider? Écoute, peut-être que Sébastien va nous répondre une planche de 2x4, mais... Ça ne peut pas faire pire. J'ai pas l'impression que Don Mattingly serait nécessairement la solution, même si on semble avoir du respect pour son opinion à Toronto. À l'interne, est-ce que DeMar Lowell peut être une option? Ben, peut-être, mais pour moi, personnellement, si on avait à faire des moves impliquant des membres du personnel à l'interne, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Là, si on décide de changer de voie, il faut aller à l'externe. On entendait le nom de Terry Francona qui pourrait être disponible, peut-être pour les Reds de Cincinnati.
Est-ce qu'il viendrait chez les Jays? J'en ai aucune idée. Mais pourquoi pas un Skip Shoemaker qui a fait des petits miracles avec les Marlins, qui là, on le sait, va être disponible. Ça prend un changement. Il y a des gérants qui vont être rendus disponibles. La semaine prochaine, déjà, peut-être qu'on va avoir une idée de certains qui vont quitter leur formation. Mais il va falloir piger. Pour moi, il va falloir piger à l'externe. Puis il va falloir prendre un gars qui est capable de nous amener à ce prochain niveau-là qu'on n'est pas capable d'atteindre. C'est un nom que je vais te proposer qui n'a pas circulé durant l'année parce qu'écoute, il n'y a personne qui a congédié son gérant. Il y a les White Sox, mais personne ne voulait ce poste-là. Là. Ça a pris un Grady Sizemore qui n'avait pas d'expérience puis qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Puis bon, il y a eu les Reds dans les derniers jours, mais c'était juste pour une semaine. On prend le coach de banc qui finit l'année puis ça finit là. Mais il n'y a pas eu de vrais remplaçants, de vraies opportunités pour ces gérants-là qui sont sur les lignes de côté pour arriver. Donc, je te soumets un nom qui n'a pas circulé l'an passé parce qu'il a perdu son emploi très tard, plus que les autres, David Ross. Qui a fait quand même un bon travail chez les Cubs de Chicago. Je ne sais pas jusqu'à quel point un poste à Toronto l'intéresserait nécessairement. Moi, si je suis David Ross, peut-être que j'attends de voir si Aaron Boone ou Dave Roberts perd son emploi ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que les Blue Jays vont le contacter, puis peut-être que ça va être tenté de passer une entrevue aussi. Là. Pourquoi pas? J'ai l'impression que oui, du côté de Ross, on va attendre que les Yankees, les Dodgers prennent une décision selon l'issue de la saison, puis des séries éliminatoires. Ouais. Est-ce que ces deux organisations-là se tourneraient vers un gérant de la trempe de Ross? On n'en a aucune idée. Est-ce qu'on va vouloir avoir plus d'expérience? On va avoir une autre sorte de vision, peut-être. Mais si ça ne fonctionne pas avec ces deux grosses organisations-là, pourquoi pas à Toronto? Puis comme on l'a mentionné tantôt, il ne peut pas faire pire que John Schneider présentement. C'est un gérant qui est proche de ses joueurs. Est-ce que ça pourrait ramener un petit peu le plaisir dans l'abri qu'on a perdu dans les dernières saisons avec le départ de certains joueurs? Peut-être. Il faut laisser aller les joueurs, dont Vladimir Guerrero, bien sûr. Il faut quand même avoir une certaine poigne sur ces joueurs-là, mais il faut les laisser s'exprimer sur le terrain et avoir du plaisir, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Autre nom que j'ai à te suggérer présentement à l'emploi d'une équipe new-yorkaise, et je ne parle pas ici de John Gibbons pour un passage numéro 3. Non, on va pas là, on va pas là. Dans ton coin du Bronx, il y a un coach au troisième but que peut-être éventuellement pourrait avoir une deuxième chance. Tu sais, Luis Rojas, évidemment, qui avait eu sa chance comme gérant des Mets de New York, ça s'était mal passé. Ça ne s'était pas super bien passé. Ça s'était pas... Bref. Ça n'a pas été un grand succès, mais parfois, bon, quand tu as une deuxième chance, on dit en fait, là, autant pour les entraîneurs au hockey que les gérants au baseball, que tu es peut-être à ton meilleur à ta deuxième chance dans le baseball majeur. Fait que lui, c'est le genre de gars, tu sais, là, on nomme Toronto parce qu'on en parle, mais ça pourrait être ça pourrait être les Reds, ça pourrait être n'importe quelle équipe, ça pourrait être Miami, ça pourrait être... c'est le genre de gars peut-être qui gagnerait à avoir sa chance. Il a pris un bon pas de recul. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans présentement qu'il est avec les Yankees. Peut-être que c'est le genre de gars justement qu'il pourrait gagner à avoir une autre opportunité. Oui, surtout que quand il était placé dans le Queens avec les Mets, il n'a pas été placé dans des circonstances faciles. Non, ça n'allait pas bien à New York. C'était géré un petit peu tout croche. Il y avait des choses qui se passaient autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Donc, c'était vraiment pas évident pour un skipper qui arrivait là à sa première tentative. C'était son premier emploi de la sorte. Puis là, tu te retrouves dans un énorme marché avec les médias, avec des situations à gérer à gauche et à droite. Donc, oui, le fait d'avoir une deuxième chance dans une situation plus stable, avec une formation qui, on le sait, n'est pas prêt à gagner présentement, mais si on fait quelques ajustements, on va s'approcher du but. Donc, ça va être plus facile de gérer à partir de ce moment-là. Mon père qui nous soumet une bonne idée aussi pour les Blue Jays, attention. C'est de là que je prends mon sens de l'humour. Tony La Russa. C'est de là que ça vient. Oui, c'est de là que ça vient. La pomme tombe jamais bien loin, c'est pas bon. Non. Fait qu'écoute, on spécule en ce moment, mais en sachant très bien qu'il y a des bonnes chances que John Schneider revienne parce que si Ross Atkins revient et qu'il change de gérant, à un moment donné, tu n'as pas l'opportunité de changer 8000 fois de gérant non plus. Là, il a tassé John Schneider, il a tassé Charlie Montoyo. Là, à un moment donné, si tu tasses un troisième gérant, le propriétaire va peut-être commencer à se dire c'est lui le problème. Fait que je pense qu'il est un peu pris pour le meilleur et pour le pire avec Schneider. Question que je me pose, c'est rare qu'on laisse un gérant travailler sur une dernière année de contrat.
Le contrat de John Schneider se termine avec 2025. Je le sais que là, on parle de le congédier, puis que là, je vais te proposer une prolongation de contrat, mais est-ce que tu n'as pas le choix de se donner ne serait-ce qu'un an? Tu sais, un an en 2026 pour pas dire je suis sur ma dernière année de contrat, puis éviter cette distraction-là. Tu n'as quasiment pas le choix de le faire. Tu sais, ça se peut que les Blue Jays annoncent une prolongation de contrat d'un an pour John Schneider, là. Mais pourquoi on ne s'éviterait pas tout ce cercle-là qu'on a vécu avec Charlie Montoyo? On lui a donné une prolongation de contrat avec 2 années d'option du Ouais. club. Pourquoi on ferait encore la même erreur? Et Charlie Montoyo a été congédié 2 mois et demi plus tard ou presque. Donc, ça risque d'arriver encore pour John Schneider si on décide de le garder en début de saison. On peut-tu lui laisser sa dernière année de contrat, nous prouver qu'il est capable de gagner ou à tout le moins de passer au prochain niveau qu'on parlait tantôt, de nous amener un petit peu plus loin avec un club qui, je l'espère, va être amélioré pour lui. Oui, il a fait des erreurs, mais il n'y avait pas tous les éléments sous la main non plus. Donc, pourquoi pas lui laisser cette dernière chance, entre guillemets, de se faire valoir puis de prouver sa valeur comme gérant. Puis rien ne dit que le 12 juillet, on ne peut pas lui accorder une prolongation de contrat en plein quart de saison si ça va bien, puis si on voit que c'est l'homme de la situation pour les Jays. Ce qui va définitivement arriver. Vladimir Guerrero Jr., Sébastien. Oui. 100 points produits cette saison. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il atteint le plateau. La première fois que c'est arrivé, c'était en 2021, évidemment, sa grosse saison. Il n'était même pas le premier producteur de points de son équipe parce que c'était Oscar Hernandez qui avait eu 116 points produits. Junior Qu'on a en avait donné eu pour 111. qui, donc? Oui, un lanceur, un excellent lanceur. Qui est où présentement? Ah, ben là, en ce moment, il est dans l'enclos, mais le plus loin possible. C'est ça, parfait. Mais oublie pas Adam Mako, par exemple. Ouais, j'aimerais mieux l'oublier. OK. le pire, c'est qu'on rit, mais il va peut-être avoir sa chance l'an prochain. C'est un partant, il a fini la saison dans le 3. Il va peut-être avoir sa chance, mais écoute, est-ce que ça vaut Teoscar? Bon, on connaît tous la réponse. On est moins sûr. Donc, il y avait Teoscar, il y avait Marcus Semien, qui avait obtenu au moins 100 points produits. Bo Bichette avait obtenu 100 points produits. Gurriel et Randall Grichuk en avaient obtenu à peu près 80. Si tu transposes cette année, le deuxième producteur de points, il est blessé présentement, c'est Dalton Varsho. Puis il y en a moins de 60. Fait que, tu sais, c'est pas exactement entouré comme il l'était en 2021, là, on va se le dire. Hey, les temps changent, hein? Mais quand on parlait tantôt de progression, imagine-toi cette équipe-là, si on avait gardé ces éléments clés, qu'on aurait ajouté d'autres éléments qui se seraient greffés à ce noyau de joueurs-là, où on en serait cette année. On a bien beau être dans une division extrêmement difficile, là, mais si on prend ces joueurs-là, qu'on les transpose en 2024, puis qu'on leur ajoute quelques pièces à ce casse-tête-là, on a une formation compétitive. On n'a pas voulu aller là, puis on voit les résultats présentement, mais c'est incroyable le changement en 2 ans, tout ce qui s'est passé, puis on en a la preuve avec Vladimir. Absolument. Écoute, j'ai hâte de voir comment il va finir sa saison. Il est à 3 coups sûrs de la marque des 200. Tu sais, si tu frappes pour plus de 300, que tu as plus de 100 points produits, que tu as 200 coups sûrs et plus, ça s'appelle comme une saison du temps de la renommée, si tu veux. Là. Tu sais, c'est quand même notable. Ça passe quand même dans le beurre parce que, bon, il joue pour les Blue Jays de Toronto qui vont nulle part présentement. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel construire. Les Blue Jays qui doivent plus s'en faire en ce moment avec les négociations salariales qui s'en viennent, évidemment, que d'autres choses, là, que l'impact que ça a sur le terrain parce qu'il est un petit peu tout seul en ce moment. Il faut se rappeler qu'il y a eu un début de saison assez atroce. C'était difficile jusqu'à un peu avant la pause du match des étoiles. Fait qu'imaginez ces chiffres-là. C'est sûr que c'est dur de le faire sur 162 matchs, mais on lui met un meilleur début de saison, un début de saison correct, puis c'est des chiffres extraordinaires. Là. Je prends le temps de répondre à Marc Fortin qui nous demande, on parlait d'Adam Mako, il nous demande, il est où? Il a passé la saison, là, grosso modo, au New Hampshire, donc dans le 2A. Il a terminé avec les Bisons de Buffalo. Donc, je m'attends, Marc, à ce que ce soit un lanceur de la rotation des Bisons l'an prochain. Je ne m'attends pas à ce qu'il perce l'alignement des Blue Jays, là, pas dans les conditions actuelles, mais peut-être qu'à un moment donné, en 2025, si ça va bien et qu'il y a des blessures, peut-être qu'il pourrait être une option. Les Blue Jays ont annoncé que Bo Bichette allait se faire opérer au doigt parce qu'il y a une fracture. Il est revenu pour un match et puis lors de la pratique du deuxième, il a reçu une balle sur le doigt. Finalement, il va devoir être opéré.
On dit qu'il va être prêt pour le camp d'entraînement. On dit la même chose de Dalton Varsho, même si on a un peu plus de doutes après son opération à l'épaule. On dit la même chose de Will Wagner qui a été opéré au genou. La saison n'est pas finie, il y a déjà 3 gars d'opérés quand même. Tu sais, c'est pas inhabituel parce que tu te blesses durant une saison de balle, mais ça fait quand même 3 opérations à l'espace d'une semaine avant la fin de la saison. Tu sais. Non, puis ça résume bien la saison des Blue Jays. C'est Notamment. pas juste une question de blessure, là, les contre-performances des Jays cette année, mais ça résume bien ce qui s'est passé. C'est une saison à oublier jusqu'à la toute fin où là, on déclare des blessures puis on procède aux opérations. Mais ça va être important que ces joueurs-là soient là le premier jour du camp d'entraînement. Il va falloir partir la prochaine saison de la bonne façon. Puis si on en a 2 ou 3 qui sont pas au sommet de leur forme, qui tirent de la patte, qui commencent le camp d'entraînement 2, 3 semaines plus tard que les autres, bien, ils vont traîner ça durant la saison régulière, puis on ne pourra pas se permettre d'avoir le même début de saison que cette année. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les Blue Jays de Toronto. Donc, passons à maintenant ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Sébastien, à chaque jeudi, on communique ensemble pour se faire un plan de match pour le podcast, mais moi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je suis un rebelle. Et le plan de match, j'ai décidé. Ça fait longtemps que j'ai compris ça. Là. Oui. Oui. Et j'ai beaucoup d'estime pour toi. Je décide que le plan de match qu'on a concocté ensemble n'est pas important. Donc, j'y vais à ma sauce parce que je voulais te réserver une petite surprise. J'ai vu passer un tweet d'un classement de 5 accomplissements individuels qui ont été réalisés dans les 100 dernières années. Et j'ai envie de te les proposer sous forme de jeu. Le fameux jeu du blind ranking, donc du classement à l'aveugle. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est que je vais nommer 5 événements à Sébastien. Il doit me les classer de 1 à 5 sans savoir ce qui arrive par la suite. Et ce classement-là a été inspiré à la base par le 50-50 de Shohei Ohtani. Donc, je vais commencer avec ça. Puis, inquiète-toi pas, il n'y a pas de piège du genre Gary Sanchez qui bloque une balle. Il n'y a pas de. Ça n'existe pas de toute manière. Non, ça, c'est vrai. C'est ça. Il n'y aura pas de numéro 5 clair, mais j'avais le goût de te le soumettre. Puis j'ai envie de voir si les auditeurs seront d'accord avec toi. Si tu parais bien, c'est de la chance. Si tu parais mal, c'est parce que j'ai bien fait mon classement. Fait que. C'est comme ça que je vais mal paraître, mais tu sais que j'ai un petit bouton en bas, quitter le studio. Oui, là, c'est vrai. Vu que tu viens de me piéger, je pourrais appuyer dessus, puis tu t'organiseras avec le reste. Là. Je comprends. Oui. Je vais. Tu le bon vieux rage quit. Oui, c'est ça. Let's go, on y va. Le premier événement que je veux te soumettre, Shohei Ohtani qui fonde le groupe des 50-50 sur une échelle de 1 à 5, sans savoir ce qui vient par la suite. Je vais y aller avec 3. 3, OK. Fait qu'on y va conservateur au milieu, donc. Oui. OK. Oui, 3. Tu sais, je me laisse peut-être un match parfait. Je me laisse. Je vais y aller avec 3. Excellent. Événement numéro 2. En 1941, Ted Williams devient le plus récent, en fait, il est encore le plus récent joueur à avoir frappé pour au moins 400 en une saison. Il affiche une moyenne de 406. Hey, ça part mal, là. Ça part mal. Ouais. Puis là, tu sais, je suis en train de prévoir un petit peu ce qui va s'en venir. Là. Il va y avoir probablement Barry Bonds. Il va y avoir sûrement un match parfait. Je vais te donner des indices. Les 3 autres, tu ne les vois pas forcément venir. Ils sont impressionnants, mais tu ne les vois pas forcément venir. Je ne sais pas si ça t'aide aussi cette nuit, mais. Bon, ben, Ted va aller au 2e rang. 2e rang. Excellent. Ouais. En 1972, Steve Carlton obtient 27 victoires avec les Phillies de Philadelphie. La raison pour laquelle c'est impressionnant, c'est que cette année-là, les Phillies ont gagné 59 matchs. Et lui, il a 27 victoires. Pas juste quand il lance l'équipe à 27 victoires. Il a 27 victoires sur 59 de son équipe. Presque la moitié. C'est quand même incroyable, cette statistique-là, mais je vais la placer au 5e rang parce que pour moi, une victoire d'un lanceur, c'est un petit peu une statistique qui est pas très révélatrice de. Tu sais, c'est sûr qu'il a bien lancé pour avoir ces 27 victoires-là, Évidemment. mais si l'attaque ne produit pas, il n'a pas 27 victoires, donc je vais y aller au 5e rang. Excellent. Donc, juste pour rappeler, tu as les positions numéro 3, numéro 2, numéro 3, numéro 5? 5, ouais. Excellent. Donc, il te reste 1 et 4. Oui.
En 1968, Bob Gibson affiche une moyenne de 1,12 sur le monticule, tellement impressionnant que l'année d'après, on décide d'abaisser le monticule. Ça a des répercussions incroyables sur le reste de l'histoire du baseball. Quand même. Mais d'un autre côté, j'ai peur de voir quel est le 5e événement que tu vas m'envoyer dans les dents. Je vais placer ça au 4e rang. D'accord. Donc, au Là, premier je suis rang. dans le trouble. Là, je suis vraiment dans le trouble parce que le prochain événement est le premier de mon top 5. Là. Mais c'est pas un vilain premier événement à avoir. OK. Parce qu'en 1920, Babe Ruth a frappé 54 circuits et toutes les autres équipes de l'américaine en général, il n'y a personne qui avait dépassé en tant qu'équipe la barre du 50. Et OK, lui, il en a quand même. frappé 54. Quand même. J'étais un petit peu rassuré de cet événement-là que je place au premier rang par défaut, mais quand même, c'est incroyable de penser à ça. Là. Il y a juste le Babe qui pouvait faire ça. Là. Oui, quand même. Ouais, J'ai été ouais, vérifier cette année-là, les Yankees ont frappé 115 circuits. oui. Fait que ça veut dire que bon, ses coéquipiers en ont frappé à peu près une soixantaine. Et ben c'est ça. Après, la meilleure, en tant qu'équipe dans l'américaine, collectivement, on parle de 50 circuits. Ce qui est une ère complètement différente parce Oui, qu'aujourd'hui, juste des gars qui s'approchent, tu sais, qui en ont 40 et plus, il y en a beaucoup. oui, Fait oui. il y a des 50 circuits là, dans les White Sox de Chicago là, pour faire ça. Oui, c'est ça. Si on récapitule, ça a-tu un semblant de sens, le Je pense, top 5? je pense que oui. Donc, au numéro 1, tu as Babe Ruth qui frappe plus de circuits que n'importe quelle équipe de la Ligue américaine. Au deuxième rang, on a. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était Ted On a. Williams. C'était Ted Williams et sa moyenne Ouais. de 406. On a le 50-50 de Shohei Ohtani au troisième rang. Au quatrième rang, on a Bob Gibson, c'est Exact. ça? Oui, oui. Qui a fait abaisser le monticule l'année d'après. Et les 27 victoires de Steve Carlton sur une équipe de 59. Avec mon père qui nous mentionne ici que dans le temps, la victoire est importante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, c'était le petit classement que j'avais trouvé sur le compte Twitter de Paul Hembo, H-E-M-B-O, pour ceux qui voudraient aller voir. J'ai décidé de te le garder pendant tout ce temps-là et de te faire la superbe surprise parce que ça me tentait. Je vais m'en rappeler. Oui. Je vais me préparer la semaine prochaine. Oui, Fait c'est que. ça. On n'aura peut-être pas le temps la semaine prochaine, mais la Ouais, c'est ça, saison j'ai bien morte va choisi mon laisser place timing, hein, tu à. sais, Oui, juste oui, oui. avant le début des séries. Ben, c'est bon ça, parce que si toi tu t'en rappelles, moi j'ai une mémoire de poisson rouge officielle que j'oublie. Officielle. Ah, c'est bon. C'est bon à Ouais. savoir. C'est Fait bon que à tu vas me savoir. surprendre. Mais quand même, c'était super intéressant à faire pareil. Là. Oui, merci. Oui. Euh, donc, allons-y avec vraiment ailleurs dans la MLB, ce qu'on avait prévu, ce qui était au menu, Sébastien, en ce jeudi 26 septembre, à presque 20 ans du départ des Expos. On a pour la première fois depuis ce fameux départ-là des Expos, une équipe qui a joué son dernier match à vie dans sa ville. On parle évidemment des Aces d'Oakland qui ont rempli, bien pacté le vieux Colisée. 46 000 personnes, plus de 46 000, 46 899 personnes qui ont traversé les gates à Oakland. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison d'avoir un stade qui est aussi plein que ça. Première fois de la saison. Oui, première fois de la saison, définitivement. Première fois depuis probablement plusieurs années. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, je ne sais pas pour toi, c'est sûr que tu étais plus jeune à ce Ouais. moment-là, mais on avait des flashs de ce qui s'est passé à Montréal. C'est pas exactement la même situation, mais il y a tellement de similitudes. C'est un gâchis sur toute la ligne, la situation des Aces d'Oakland. C'était la même chose avec les Expos de Montréal. Là, c'est la fin d'une époque, c'est la fin un petit peu de la souffrance. On traîne ça depuis plusieurs années. On met un terme à ça, mais c'est tellement dommage pour ces partisans-là qui ont été là. C'est sûr que le stade n'était pas plein, que on aurait pu le remplir, il y aurait pu avoir plus d'affluence dans le Oakland Coliseum, mais c'est un petit peu la même chose à Montréal. Est-ce que les partisans, s'ils avaient été plus présents, ça aurait changé quelque chose? Je ne crois pas. Et c'est la même chose à Oakland. Puis pourquoi aller au stade si le propriétaire il n'en a rien à cirer de son club, il veut juste le déménager. Ça ne donne pas le goût d'y aller. C'est les vrais de vrais fans qui étaient présents, mais on ne peut pas blâmer ceux qui étaient là par le passé, mais qui, là, se sont désintéressés du produit qu'ils avaient devant les yeux. Donc,
c'est vraiment dommage la fin de cette époque-là, de la façon que ça s'est terminé également. Puis ça nous rappelle malheureusement de mauvais souvenirs. Parce que, tu sais, Oakland, c'était un beau marché. C'était un Ouais. marché, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que tu vas comprendre. C'est un marché qui avait une personnalité. Tu sais, c'était pas une équipe qui était drabe. Puis Non? autant j'entendais. J'écoutais le match à TVA Sport tantôt, puis ce qu'il racontait, c'est certains partisans qui, l'autre côté, oui, tu as San Francisco, mais San Francisco, c'est une équipe peut-être un petit peu plus classique, un petit peu plus classe, où ça marche droit, puis où les billets sont 3-4 fois plus chers. À Oakland, c'était plus le party, c'était comme le petit frère rebelle de l'autre côté de la baie. Il y avait plus d'ambiance, puis tous ceux qui ont assisté à des matchs en séries éliminatoires à Oakland disent j'ai jamais vu une ambiance aussi bruyante que quand ce vieux Colisée-là était rempli et que les partisans se mettaient à crier comme des fous. Il y avait quelque chose de différent à Oakland quand même. C'était une équipe Cendrillon à chaque année, en fait, les Aces d'Oakland. C'est pas plus compliqué que ça. Ah ouais, puis tu amènes un très bon point. C'est la même chose au football dans la NFL. Les Raiders d'Oakland, c'est une franchise qui était complètement à part des autres franchises avec des partisans disjonctés Ouais. qui se peinturaient la face avec des costumes et tout, qui étaient intimidants devant l'adversaire. Puis dans des circonstances idéales, les Aces d'Oakland, c'était la même chose. Quand le club allait bien, puis qu'on avait un produit à admirer, à se ranger derrière ce produit-là, cette équipe-là, bien là, on était présent, puis on l'a fait par le passé, puis on s'est fait. On était déçus par la direction de l'équipe, puis ça a donné le résultat qu'on voit présentement. J'ai trouvé ça le fun à la fin quand le gérant Mark Coates, il a finalement pu faire son petit speech, puis il a dit donc on n'oubliera jamais Oakland, etc. Puis à la fin, quand il a parti un Let's Go Oakland, là, ça, j'ai trouvé ça hot. Ça, j'ai trouvé ça. Ouais. Il fallait que ça se termine de cette façon-là. Il fallait que les joueurs, les entraîneurs puissent avoir cette possibilité-là. Avant la rencontre, on avait une réunion avec la sécurité qui nous disait que ça pouvait peut-être dégénérer. On n'a jamais eu autant de partisans depuis très longtemps. Les joueurs n'ont pas vu ça. Mais quand même, la veille ou l'avant-veille, on avait vu des partisans qui étaient partis avec des bancs. Quand même, c'est une situation un petit peu spéciale. Ça, c'était malade. Ça, c'est malade. Quand tu réussis à partir avec une section de 2 bancs d'un stade, là, tu mérites de le garder, ce Moi, je banc-là. pense que oui. Ça devrait être un règlement. Si tu arrives à partir avec le. Tu sais, pas si tu amènes des outils, là. C'est une drill, c'est une chose. Si par la seule force, puis le stade est vieux, évidemment, mais si par la seule force, tu arraches des bancs du sol, moi, je pense que tu peux les garder. Oui, il faut que tu les gardes. Puis de toute façon, à moins que la sécurité soit vraiment maigre à Auckland, tu ne peux pas rentrer avec une drill. Fait que je ne sais pas de quelle façon ils se sont pris, mais ils ont réussi. Donc, on avait des circonstances qui nous faisaient penser que ça pouvait dégénérer, mais finalement, ça s'est bien passé. Puis les joueurs, les entraîneurs ont pu terminer ça de la bonne façon. Donc, on verra ce que ça va donner l'an prochain à Sacramento. Une chose est sûre, c'est que les Aces de Sacramento. Oui, absolument, parce qu'on va les appeler les Aces de Sacramento, je te l'annonce. Certainement. Même si sur le site de la MLB, ça va sûrement être juste marqué les Aces, là, parce que c'est ce que M. Fisher désire. Là. Je t'annonce, là, à la place, là, on va les appeler les Aces de Sacramento, puis on va le souligner quand Aaron Judge va aller frapper un circuit là-bas, parce que John Fisher, il l'a dit, il va être le premier à se lever et à applaudir. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. Puis je vais même pousser plus loin. On va les appeler les Aces de Sacramento et même les Athletics de Sacramento. On va aller jusqu'au bout. Là. Pas d'abréviation. C'est leur nom. On va aller jusque-là. Peut-être qu'une fois de temps en temps, on va dire les Aces d'Oakland, juste pour le fun. C'est sûr qu'on va se tromper. Mais ça fait partie de la game. Voilà. Sébastien, les séries éliminatoires sont dans quelques jours déjà. Au moment où on se parle, en date de jeudi soir, il est 20h30 présentement. Il reste 14 équipes qui peuvent participer aux séries. 8 d'entre elles sont déjà assurées de le faire. Dans l'américaine, on parle des Yankees, des Guardians, des Astros et des Orioles. Dans la nationale, les Dodgers, les Phillies, les Brewers et les Padres ont déjà le petit X ou le petit Y à côté de leur nom s'ils sont qualifiés en titre de champion de division. Il reste donc 6 équipes, 4 places seulement, 2 par ligue. Dans la Ligue américaine, les Tigers, les Royals et les Twins se battent pour les 2 dernières places. Et du côté de la nationale, les Mets, les Diamondbacks et les Braves qui sont présentement encore éligibles à se qualifier pour les séries éliminatoires. J'ai le goût qu'on prenne ces 14 équipes-là et qu'on dise un petit mot sur chaque. Donc, évidemment, il y en a qui aura peut-être un petit peu moins de trucs à dire, mais allons-y avec les enjeux pour la fin de la saison.
Commençons au sommet de la Ligue américaine. Les Yankees de New York. Les Yankees qui, au moment où on se parle, affrontent les Orioles de Baltimore. S'ils gagnent ce match-là, vont se qualifier à titre de champion de division. S'ils ne gagnent pas, il suffit qu'ils gagnent un match durant la fin de semaine, que les Orioles en perdent un. Donc, les chances sont bonnes quand même pour les Yankees de terminer au sommet de cette division-là. Et s'ils le font, ils ne pourraient pas être rattrapés par les Astros de Houston. Donc, ils seraient assurés de finir parmi les deux meilleures équipes et ils seraient assurés, comme les Guardians, de ne pas disputer les matchs wildcard. Oui, exactement. C'est un petit peu un ou l'autre. Soit qu'on remporte le titre de la section, qu'on a la première ronde de congé, ou sinon, bien, on termine meilleur deuxième. Puis là, on se retrouve avec une courte série 2-3. J'ose espérer que les Yankees, dans leurs 4 derniers matchs, incluant le match de ce soir, jeudi, on va trouver le moyen d'en rapporter au moins un. On ne se fie pas à ce que les Orioles vont perdre un match. Il faut remporter un match. C'est sûr que ce ne sera pas facile, par contre, parce que oui, on affronte les Orioles ce soir. Après ça, c'est les Pirates de Pittsburgh qui, en apparence, semblent une proie facile, mais on va affronter Paul Skeens samedi. Ouais. Donc, déjà là, ça ne sera pas une victoire facile. Donc, ce n'est pas réglé, mais on s'attend à ce que les Yankees au moins remportent le titre de division. Puis là, restera de partager les Guardians de Cleveland et les Yankees qui aura l'avantage du terrain jusqu'à la fin des séries dans la Ligue américaine. Du côté des Yankees, il va falloir s'organiser sans Nestor Cortés qui a été placé sur la liste des blessés. Ce sera pas simple nécessairement sur le monticule pour les Yankees. Non, ce ne sera pas simple. Je n'ai pas l'impression que Nestor Cortés aurait été dans la rotation partante pour la série de division. Probablement, on s'attend à ce que Garrett Cole, Carlos Rodon, Louis Hill soient les 3 partants durant cette série-là. Mais un Nestor Cortés peut manger des manches en relève, là, comme il peut t'en sortir 5-6 d'affilée puis t'amener à ton closer ou même terminer la rencontre puis avoir un sauvetage. Donc, c'est là que ça va faire mal parce que là, on va devoir rentrer un releveur. Pour l'instant, c'est Cody Poteet qui prend la place de Cortés dans l'alignement. Mais ce n'est pas la même chose. Là. On n'a pas le même calibre de lanceur. Donc, pour la série de division, si les Yankees se qualifient, je ne vois pas vraiment de gros impacts. C'est plus tard, si Nestor Cortés ne revient pas, là, ça pourrait faire mal. Puis surtout, tu sais, aspect qui est intéressant, les Yankees ne débordent pas de gauchers de qualité dans l'enclos non plus. Donc, il y a cette importance-là aussi, là, les fameuses pattes gauche avec leur mille-vie. Exactement. Dans le champ extérieur, je ne veux pas être de mauvaise foi, là, parce que c'est pas mon genre. Mais dis-moi si je suis de mauvaise foi, OK? Aaron Judge est un voltigeur de droite qui joue dans le centre. Jason Dominguez est un voltigeur de centre qui joue dans la gauche. Puis Juan Soto est un voltigeur de gauche qui joue dans la droite. Il me semble qu'un petit tour de Rubik's Cube, là, ça ramènerait tout le monde à sa place. C'est incroyable. Première des choses, pour une rare fois, tu n'es pas de mauvaise foi. Tu as entièrement raison. Merci. Puis deuxièmement, il y a seulement à New York que ça arrive, ce genre de choses-là. Je comprends que depuis l'arrivée de Dominguez, on ne peut pas tout changer dans le champ extérieur, mais on n'aurait pas pu y penser un petit peu avant. Je le sais qu'Alex Verdugo était là, puis lui non plus, ce n'est pas nécessairement une merveille dans le champ gauche. Je comprends aussi que l'allée de gauche au Yankee Stadium, c'est un parking de centre d'achat. C'est aussi long que large. Il faut que tu couvres du terrain de façon extraordinaire. Mais quand même, il n'y a personne qui est à son poste naturel en ce moment. Avec un Aaron Judge dont on a besoin, on a besoin d'Aaron Judge comme capitaine, on a besoin comme frappeur, on a besoin au champ extérieur, mais il n'est pas à sa position naturelle. Il est à une position qui demande beaucoup plus défensivement au champ centre. On aurait pu le placer dans la droite avec Dominguez au centre, Juan Soto dans la gauche. Et il me semble que tout le monde aurait été content. Mais là, ce n'est pas le cas, puis on ne peut pas changer. On ne peut pas envoyer Soto dans la gauche rendu à la fin septembre. Juan Soto, ça ne va pas bien dans la droite, mais ça ira pas mieux dans la gauche. Jason Dominguez, c'est un voltigeur de centre. Dans la gauche, c'est très difficile. Il dépasse les balles. On dirait qu'il n'est pas capable. Probablement que l'angle de poursuite n'est pas le même en provenance du champ centre que du champ gauche. Puis là, il n'est pas capable de faire l'ajustement. Mais je reviens au point qu'il y a seulement dans le Bronx que ça arrive, ce genre de choses. Mais tu sais, on a une mauvaise foi un peu, puis tu sais, on comprend cette situation-là. On comprend que
Soto est historiquement peut-être un peu meilleur dans gauche, fait que le Yankee Stadium, c'est une autre bébête. On comprend que tu ne changeras pas tout au match 155 non plus, parce que ce serait vraiment spécial de le faire. Mais si Juan Soto re-signe avec les Yankees, envoie-le dans gauche. Il met Jason Dominguez au centre, puis il renvoie Judge dans droite. Le Judge, c'est un joueur d'équipe. Lui, il fait n'importe quoi pour l'équipe, puis il a même joué une coupe de match dans gauche, puis il a joué au centre, puis il a joué là, puis il a joué à peu près 4 matchs à sa position naturelle cette année. Il est temps qu'on le place en priorité de tout ça. Puis Soto, là, entre toi et moi, en 2025, il va être poche dans gauche ou il va être poche dans droite. Ça ne changera rien. Tant qu'il est habitué à son champ, fait que s'il signe, tu lui dis, écoute, on va y tolérer tes erreurs, mais promets-nous quelque chose. À chaque fois que tu vas faire une erreur, répare-la en frappant un 5 la présence d'après. C'est quasiment comme ça qu'il faut que tu le vois. Je sais que c'est pas si niaiseux que ça, puis je sais que la défensive est quand même plus importante que ce que je suis en train de dépeindre comme portrait, mais à un certain point, il faut que tu établisses tes priorités, puis tu peux pas tout établir en fonction d'un gars qui va être poche de toute façon. Parce que si Juan Soto était un gant doré dans droite, tu dis, ça vaut peut-être la peine. Non, pas du tout. Là. On l'a vu là, dans le match de mercredi soir. Là. Ça a été une comédie d'erreur dans le champ extérieur, puis pas juste de Soto. Là. Le Cirque du Soleil était jaloux. Oui, Du match des voltigeurs des Yankees, à l'exception des Rangers, bien sûr. Mais c'est ça, Juan Soto n'est pas là pour son jeu défensif, il est là pour son coup de bâton. Donc, pourquoi ne pas le placer dans la gauche? À certains moments, il va te faire mal, mais au moins, tu vas avoir de la stabilité au champ centre, tu vas avoir de la stabilité au champ droit, puis tu vas avoir le coup de bâton de Juan Soto dans l'alignement. Il est rendu à plus de 40 circuits. Tu as besoin de ce coup de bâton-là. S'il te fait mal un petit peu défensivement, c'est moins grave parce que ton centre et ta droite est stabilisé par la présence de Dominguez et d'Aaron Judge. Donc, l'an prochain, puis là, c'est un scénario hypothétique, si Juan Soto est dans l'alignement des Yankees, il doit être dans la gauche, à moins qu'on aille chercher, tu parlais de Gandoré, un Gandoré défensivement qui est capable de jouer au champ extérieur. Puis tu mentionnais le fait que si Juan Soto était un Gandoré dans la droite, on pourrait le garder là, mais je me dis, un voltigeur de droite qui remporte un Gandoré, j'ai de fortes chances, il y a de fortes chances qu'il puisse jouer dans la gauche également. Donc, on va avoir des décisions à prendre à New York. Bon point. J'ai peut-être une exception pour toi. Fernando Tatis Jr., qui était la raison pour laquelle Juan Soto jouait dans la gauche quand il était avec les Padres. Tatis, on dirait on l'a placé dans la droite, puis là, ça fitait. Il a même gagné un gars platine. C'est peut-être la seule exception, mais sinon, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense pas que Fernando se retrouve à New York l'an prochain. Là. Je serais bien étonné. J'ai un petit doute. Je serais bien étonné. Mais imagine le chaos, OK? Juan Soto signe avec les Mets. Puis là, le propriétaire des Padres, il dit, hey, on a une opportunité de se sortir de ce contrat-là. C'est plus Peter Seidler qui est là. Moi, je veux libérer du salaire. Échange-le aux Yankees si tu veux. Et là, il revide encore une fois le système. Il se reconstruit une autre rotation sur le bras des Yankees. Merci, bonsoir. Fernando Tatis s'en va dans la droite. Écoute, c'est peut-être juste moi qui fabule, là. Je sais pas. Là, je connais pas ça. Je connais pas ça. Ben, il y a des grosses chances que tu fabules, mais si ce scénario-là arrive, ça va être complètement. La planète baseball va exploser. Là. Je pense que oui. On aurait du stock pour le podcast, en tout cas. Oui, pour plusieurs semaines. Là. Très certainement. Très certainement. Guardians de Cleveland. Les Guardians, leur seule possibilité, c'est de dépasser les Yankees ou les Orioles, si jamais c'est ce club-là qui gagne l'Est. Les Guardians sont assurés de ne pas jouer le match de meilleur deuxième. En fait, c'est la seule organisation en ce moment dans l'américaine qui est assurée de faire les séries et qui est assurée de ne pas participer à ces matchs-là. En série de division, ça va être un projet d'affronter cet enclos-là en particulier. Tu sais, on se disait, les Guardians ont perdu des lanceurs partants, Bieber blessé, peu importe. L'enclos s'est levé. Emmanuel Classé, t'as-tu envie d'affronter ça en série, toi? Il a accordé 5 points mérités cette année. Tu veux pas affronter Classé, mais tu veux pas affronter les releveurs qui précèdent Classé non plus. Tu es aussi bien de prendre les devants assez tôt dans la rencontre parce que ça risque d'être difficile de revenir, surtout en série où les partants vont lancer un petit peu moins de manches qu'à l'habitude, puis on va embarquer dès le moment où on peut le faire, la relève. Puis les Guardians, bien, ils ont un enclos de relève pacté, donc ils vont pouvoir jouer avec leur rotation partante, qui n'est pas piquée des verres non plus, mais on va embarquer la relève assez tôt dans les matchs, puis on va clore le débat parce que, à moins de prendre les devants avec une certaine marge, ça va être difficile de battre les Guardians qui jouent de la petite balle,
puis qui ont des releveurs. Donc, c'est un petit peu l'idéal. Je ne dis pas que c'est la formation la plus puissante de la Ligue américaine, mais on est bien balancé présentement. 2 choses par rapport aux Guardians. 1, je pense que Steven Vogt, je penserais à travers un mur pour ce gars-là. Oui, oui. C'est pour ça que ça fonctionne. Tout Ça, le monde, c'est tout ça. le monde se range derrière Stephen Vogt. Ça, c'est de 1. De 2, en ce moment, José Ramirez est en train d'aspirer à la saison 40-40 la moins discutée de l'histoire du baseball parce que Shohei existe et Aaron Judge existe. Il est à 2 circuits. Tu sais, il y a 40 buts volés, ou au moins 40 buts volés. Il y a 38 longues balles. C'est un groupe qui est sélect, le 40-40. On dirait qu'il a perdu de la valeur cette année parce que Otani a fondé quelque chose de plus grand que nature. Mais 40-40, il y a juste 6 gars qui l'ont fait. Puis, tu sais, si on ne s'était pas dit ça il y a 24 mois, il y avait juste 4 gars qui l'avaient fait. Oui. José Ramirez, là, c'est en train d'accomplir quelque chose de vraiment pas pire. Là. Oui, puis on dirait que présentement, de la manière que c'est traité dans les médias, on dirait qu'il y en a 18 par année qui réussissent cet exploit-là. Ouais, Mais c'est c'est ça. pas le cas. Non, Il y en a presque pas, ça arrive jamais. Puis non. José Ramirez, comme le reste de sa carrière, est-ce que c'est le joueur le plus sous-estimé du baseball majeur? Je pense que oui. Euh, Sûrement. à, à chaque année, il est dans le top 5 des votes pour le joueur par excellence. Ouais. Puis il ne fait pas de bruit, mais il fait son travail. Puis il fait plus que son travail parce qu'il arrive tout près d'une saison de 40-40. C'est extraordinaire. On salue Shohei Ohtani au passage parce que c'est seulement lui qui empêche de mettre toute la lumière sur Ramirez. Mm-hmm. Absolument, absolument. Donc, club que je n'aimerais pas affronter en séries Non, éliminatoires. Astros de Houston. Astros, j'ai pas on grand-chose à passe, on dire. passe, on passe. All right. Je vais juste dire qu'ils sont assurés de terminer au 3e rang de l'américaine. Donc, ils vont recevoir l'équipe qui terminera au rang numéro 6. En ce moment, je pense que le plus grand enjeu, c'est est-ce que Justin Verlander va être sur l'alignement des séries? Puis la réponse risque d'être non. Fait que, tu sais, je pense pas Je qu'il y a pense grand-chose. pas. Je pense pas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les Astros. Présentement, les Orioles de Baltimore qui sont en bonne position pour terminer comme première équipe repêchée. Comme on l'a dit tantôt, il y a des chances que les Yankees ne terminent pas au premier rang de cette division-là, mais logiquement, Baltimore devrait recevoir un match la semaine prochaine. Ils ne peuvent pas vraiment être rattrapés par les Tigers, les Royals ou les Twins, puis je ne les vois pas rattraper les Yankees. Donc, ils s'enlignent pas mal pour être là. Fin de saison en queue de poisson pour les Orioles qui ont commencé là en début de saison. Pour ceux qui n'ont pas le visuel en ce moment, j'ai ma main très très haute et qui, au fur et à mesure que la saison avançait, étaient de moins en moins bons, de moins en moins dominants. Es-tu inquiet pour les Orioles de Baltimore? Parce que moi, ce n'est pas une équipe pour laquelle j'ai envie de miser en ce moment. Là. Je ne sais pas, il va affronter qui, mais on dirait que j'ai tendance à prendre pour l'autre équipe. Là. J'étais très inquiet la semaine dernière. Là, présentement, je suis inquiet. Dans le sens Ouais. qu'on dirait que depuis qu'on s'est qualifié pour les séries éliminatoires, on semble jouer du meilleur baseball, peut-être moins de C'est vrai. pression. Il y a quelques blessés qui sont revenus au jeu. Ryan Mountcastle, qui quand même produit sa part de points, est important dans l'alignement de frappeurs. Donc, ça a amené un petit peu de stabilité dans ce rôle offensif-là. Mais je demeure inquiet parce que du côté du monticule, à l'exception de Corbin Burns, c'est très difficile. Dans Ouais. l'enclos de relève, tu ne sais jamais qui amener Non. à un moment ou à un autre. Non. Ça risque d'être la catastrophe. Kimbrel, qui n'est plus là, mais faisait partie de cette catastrophe-là. Donc, les éléments clés d'une équipe en séries éliminatoires, on ne les a pas en ce moment à Baltimore. Ça peut changer. On peut faire changer le vent de côté, avoir le momentum. Mais je serais très, très inquiet d'affronter. On s'enligne pour affronter les Tigers de Détroit, les Royals de Kansas City. Deux formations qui n'ont aucune pression. Non. Deux formations qui ont des lanceurs. Pour les Tigers, on a Skubal. Par la suite, c'est un petit peu plus difficile, mais les Royals, on a les lanceurs pour, surtout dans une courte série, pour affronter les Orioles. Puis on a les frappeurs aussi. Donc, on n'est pas dans une situation idéale à Baltimore. On n'est pas dans une situation idéale, ça, on s'entend là-dessus. Une équipe qui est dans une situation idéale, ils ne sont pas qualifiés encore. Les Tigers de Détroit. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, les Tigers, dans le dernier mois et demi? Mais moi, en fait, moi, j'ai ma théorie. Là, ils ont commencé à gagner quand. Comment il s'appelle, l'Areco? Ah oui, Javier Baez. Quand ce Oui. gars-là, qui est comme monsieur Détroit en ce moment, là, ils sont en train de vouloir reconstruire une statue. Là. Quand on a annoncé que sa saison était terminée et que Trey Sweeney, ancien premier choix, des Yankees, qui est passé par l'organisation des Dodgers, qui finalement atterrit à Détroit, a stabilisé cette position-là d'arrêt court.
Quand même spécial que je dise qu'un gars stabilise la position d'Areco puis que ce soit pas celui qui a signé le contrat de 140 millions de dollars il y a 3 ans, mais tu sais, les vibes sont le fun. J'aurais le goût d'être un fan des Tigers en ce moment. On dirait j'aurais le goût d'être à Détroit et de vivre ça. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. On ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit cette année, à la moitié du mois d'août ou quelque chose comme ça. Un mois et demi plus tard, c'est une équipe qui devrait se qualifier en séries éliminatoires à moins d'un effondrement au cours de la fin de semaine. C'est très le fun de suivre les Tigers en ce moment. On sent l'effervescence. On l'a vu cette semaine. On a déplacé un match qui devait avoir lieu en soirée, en après-midi. Puis les gens se sont. Ça? Oui, ça se fait, on va y revenir. Mais, les gens étaient présents. On veut voir les Tigers continuer à jouer de la sorte. Puis ça donne l'énergie aux joueurs. T'sais, on est en train de prendre cette énergie-là qu'on prend des partisans, mais qu'on prend aussi de notre jeu dans les dernières semaines, puis on l'amène au match suivant. Puis on prend cette énergie-là, on l'amène au match suivant, puis on semble imbattable en ce moment. Donc, ça risque d'être une équipe qui va être dure à battre en série. Je ne dis pas que c'est un club imbattable, mais un club qui rentre avec ce momentum-là, qui n'était pas supposé participer aux séries éliminatoires, qui a profité du fait que les Twins du Minnesota se sont écrasés. Ouais. Mais on rentre avec aucune pression, on rentre avec un gérant qui a de l'expérience, qui gère ses releveurs de façon incroyable présentement. On dirait qu'il appuie toujours sur les bons boutons, puis ça fait qu'on gagne des matchs, ça fait qu'on va se qualifier pour les séries. Je sais qu'il a triché en 2017, mais c'est quand même un gérant qui a gagné la Série mondiale. C'est un gars qui a de l'expérience malgré tout. Là. Avec les Astros, il a appris beaucoup. Il a appris quoi pas faire. Mais il a aussi appris quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait pas besoin de tricher. Autant AJ Hinch que ses joueurs n'avaient pas besoin de tricher. Oui, c'est vrai ça. C'est des joueurs qui avaient un talent extraordinaire. C'est un gérant qui est capable de gérer de la bonne façon au bon moment. On n'avait pas besoin de faire ça. On s'entend. On réécrira pas l'histoire. Non, c'est ça. On a passé les Astros, on continue de passer. Ouais, c'est ça. Oui. Je vais comprendre le message. Les Royals de Kansas City, ça va moins bien ces temps-ci. Il y a une avance qui fond comme neige au soleil, mais j'ai l'impression que le coussin qu'on avait acquis quand même est trop important pour que cette fonte des neiges du mois de mars ou du mois d'avril au printemps les empêche de participer aux séries. Là. Je m'attends à ce que ce club-là se qualifie, là, surtout considérant ce qui est derrière eux. Là. On dit un grand merci aux Twins du Minnesota parce que. Mélangeons les Twins en même temps, là, les Twins de Carlos Correa. Tiens, j'ai reparlé des Astros. Oui, tu lâches pas. Les Twins, ils pourraient avoir des cris dans le front. J'ai pas envie de participer aux séries, puis ça pourrait pas être plus clair. Là. En ce moment, là, ça va vraiment mal. Puis c'est les Tigers et les Royals qui en profitent, là, tout simplement. Oui, c'est sûr et certain que les Twins, eux autres, ils se sont dit on ne veut pas affronter les Yankees en série, on ne veut pas perdre pour une 82e fois consécutive. J'exagère à peine. Donc, la seule solution, c'est de ne pas faire les séries éliminatoires. C'est là qu'on s'en va. On ne veut juste pas se faire humilier une fois de plus. Non, mais on extrapole, mais ça va tellement mal. Je ne sais pas ce qui se passe au Minnesota, mais c'est ça qui a donné la chance aux Royals. Ils ne sont pas encore qualifiés, mais ils vont le faire, selon moi. Si l'effondrement des Royals arrive avec n'importe quelle autre équipe à la place des Twins du Minnesota, les Royals, malgré leur saison au-delà des attentes, leur saison, on peut dire exceptionnelle pour ce club-là, ne ferait pas les séries présentement. Donc, on doit dire un grand merci aux Twins du Minnesota qui... Tu sais, Rocco Baldelli, je pense que c'est terminé. Il va falloir prendre des décisions parce que dans le dernier mois et demi, là, c'est une catastrophe au Minnesota. Les Twins qui ont une fiche au moment où on se parle de 82-76, ils sont à 2,5 matchs des Royals et des Tigers qui ont une fiche identique de 85-74. Et vraiment, au moment où on se parle, on est en début de 5e manche et les Twins perdent 1-0 contre la puissante équipe des Marlins de Miami qui a abandonné à peu près le 4 avril à la saison. J'exagère à peine. J'ai été généreux le 4 avril, puis je vais ajouter sur ton point, les Marlins ont un coureur en position de marquer, 2 coureurs aux extrémités du losange, aucun retrait. Donc, vraiment, là, les Twins, ça va bien. Exceptionnel. Oui. Ligue nationale. Les Dodgers de Los Angeles, les Dodgers qui n'ont pas encore confirmé leur titre de champion de division, les Padres qui poussent un petit peu. Ceci dit, 94-64, 91-67, 3 matchs d'écart. Il reste 4 matchs à la saison. Il y a un duel entre les deux équipes au menu un petit peu plus tard ce soir. Si les Dodgers gagnent ça, ils se qualifient. Donc, écoute, un peu la même situation que les Yankees. Là, à peu près un 3 matchs d'écart. Les deux rivaux qui s'affrontent.
suffit d'une victoire pour se qualifier. Prenons pour acquis que les Dodgers ont des très bonnes chances de gagner. Et même situation que dans la Ligue américaine aussi. C'est deux situations qui se ressemblent en ce moment parce que les Dodgers pourraient être dépassés par les Phillies, mais ils ne peuvent pas être dépassés par les Brewers, qui est l'équipe numéro 3. Donc, dans les deux cas, le rang numéro 3 est coulé dans le béton et les deux premières équipes peuvent se départager. Là, il n'y a pas un gros écart là, si on fait les Dodgers et les Phillies en même temps. Il n'y a pas un gros écart entre les deux équipes. Une fiche de 94-64 et 94-65. Tout est possible dans les deux cas. Dans les Dodgers, dans le cas des Dodgers, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une question très simple. Qui va lancer en série? Je sais pas. Je sais pas. Puis Clayton Kershaw a connu un recul dans sa réhabilitation. Donc, on s'attendait à ce que Kershaw revienne à temps pour les séries. Ce serait un bras de plus dans la rotation. Ça n'arrivera pas. Donc, là, on se retrouve à court dans une courte série, probablement qu'on va disputer. On va avoir une semaine de congé ou presque, mais après, ça reste que c'est un 3-5 en série division. Ça peut venir vite, là, contre d'excellentes formations. Est-ce qu'on va affronter les Padres de San Diego? Est-ce qu'on va affronter l'autre équipe qui va se qualifier? On ne le sait pas encore, mais ça ne sera pas facile là, pour les Dodgers de passer ce niveau-là. Puis là, on se projette peut-être en série de championnat si on réussit à atteindre cette ronde-là. Ça ne sera pas plus facile contre probablement encore une meilleure formation. Puis là, on va vraiment manquer de munitions à un moment ou à un autre. Écoute, on verra ce que ça va donner. Il va quasiment falloir que Shohei Ohtani lance pour vrai, là, à ce point-ci. On est quasiment rendu là, mais Dave Roberts, il va falloir qu'il soit vraiment inventif là, parce que ça va prendre quelque chose qui sort un petit peu de la normale, qui sort du cadre habituel d'un match de série parce qu'on n'y arrivera pas. Il va nous manquer des éléments pour y arriver. Phillies de Philadelphie, qui sont assurés de gagner leur division, qui sont assurés de ne pas être rattrapés par les Brewers de Milwaukee. Eux, un petit peu comme c'est le cas pour les Guardians de Cleveland, tout ce qui reste à savoir, c'est on ne jouera pas le match de la série de meilleur deuxième. La question, c'est est-ce qu'on finit au sommet de la nationale ou on finit au deuxième rang? C'est juste ça qui reste à déterminer. Oui, c'est relativement important parce que l'avantage du terrain pour les Phillies, c'est pas le fun d'aller jouer à Philadelphie au mois d'octobre. Donc, on veut avoir cet avantage-là rendu surtout en série de championnat. Donc, on va vouloir aller chercher ce poste de premier dans la Ligue nationale. Est-ce que tu es rassuré, toi, par les Phillies? Parce que en début de saison, c'était les Phillies et le reste. On a eu une mauvaise séquence au mois de juillet. On s'est replacé un petit peu. Est-ce que tu penses que les Phillies peuvent se rendre jusqu'au bout avec les éléments qu'ils ont sous la main? Parce que c'est un club qui a de l'expérience dans les 2 dernières années, je vais sortir un vieux cliché, mais est-ce qu'ils ont des chances? Oui. Tu sais, le terrain est ouvert un petit peu dans les deux ligues, fait que j'ai l'impression que oui, les Phillies ont leur chance, mais est-ce qu'ils me font aussi peur que l'an passé? Non. C'est un club que même si là, cette fois-ci, ils gagnent leur division pratiquement les deux doigts dans le nez, ça a été facile. Gagner la division Est là, en raison des performances, notamment des Braves d'Atlanta. Mais non, je ne peux pas dire que c'est l'équipe qui m'inspire le plus confiance en ce moment. J'ai l'impression que l'équipe qui m'inspire, peut-être une des équipes qui m'inspire vraiment le plus confiance, c'est les Brewers de Milwaukee. Les Brewers qui sont assurés de terminer au troisième rang, un peu comme c'est le cas pour les Astros dans l'américaine, donc vont accueillir l'équipe qui va terminer au rang numéro 6. J'ai pas le goût d'affronter les Brewers de Milwaukee, puis pas en tout à part de ça. Non, puis je pense pas que ni les Phillies ni les Dodgers ont le goût non plus d'affronter les Brewers. Moi, c'est la deuxième formation que je ne veux pas affronter présentement, mais ça reste que c'est. Les Brewers, cette année, on dirait qu'ils n'ont pas de faille. On joue le baseball de la bonne façon. On a un gérant qui sort un petit peu de nulle part, mais qui fait le travail, qui lui aussi appuie sur les bons boutons au bon moment. Puis malgré les blessures, on a été capable de passer au prochain niveau, puis de surmonter ces difficultés-là. Puis ça a été une promenade dans le parc, la section centrale de la Ligue nationale. C'est sûr que c'était un petit peu plus faible, mais quand même, c'est pas ça qui va faire que les Brewers ne seront pas compétitifs en séries éliminatoires. Si on passe au wild card, les Padres de San Diego, qui sont la première équipe repêchée présentement, 3 matchs et demi d'avance sur les Mets et les Diamondbacks, 4 matchs et demi d'avance sur les Braves d'Atlanta. Les Padres qui ont des chances de rattraper les Dodgers et d'éviter de disputer les matchs wild card, mais écoute, ça n'arrivera pas. Là. C'est un club comme San Diego
Je m'attends à ce qu'ils finissent au rang numéro 4. Je m'attends à ce qu'ils reçoivent un des matchs wildcard. Et je m'attends à ce que l'équipe qui aille jouer à San Diego l'ait pas facile, pas juste à cause des conditions là, de la série entre les Braves et les Mets, mais règle générale, c'est une équipe qui, écoute, c'est un club qui jouait pour 500 pendant quoi, les 3 premiers mois de la saison. Et là, en ce moment, on parle d'une fiche de 91-67. Ils sont complètement en feu. La transaction de Juan Soto ne les a pas affectés négativement. Au contraire, là, tout ce qu'on a reçu, tous ces éléments-là sont en train d'éclore. On s'est construit, comme je le disais tantôt, une rotation sur le bras des Yankees. L'enclos, on parlait de l'enclos des Guardians. Attention à l'enclos des Padres aussi. Ah, c'est exactement. Moi, c'est l'équipe que je ne veux pas affronter devant les Brewers, même si les Brewers, je ne veux pas les affronter non plus. Mais les Padres, en ce moment, ils arrivent avec le momentum. Donc, tu sais, ça, c'est non négligeable. Ils ont connu une deuxième moitié de saison extraordinaire. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale en deuxième moitié. On arrive avec ce momentum-là. Puis, est-ce que les Padres de San Diego ont une faille présentement? Offensivement, je ne crois pas. Dans l'enclos de relève, je ne crois pas. Dans la rotation partante, non plus. Tu parlais de la rotation construite sur le bras des Yankees. Michael King, présentement, fait du travail extraordinaire. Incroyable. Ce qu'il a fait l'an dernier, on n'était pas sûr si c'était la saison de sa vie, puis il n'était pas capable de répéter. Mais non, il répète, puis il fait encore mieux. Donc, vraiment, là, on est bien nantis dans tous les aspects du jeu. On a 28 joueurs de recours, ou presque. Donc, tu sais, c'est des joueurs qui sont capables de jouer un petit peu partout sur le terrain. Vraiment, là, cette formation-là me fait peur, puis pourrait aller jusqu'au bout. Un champ extérieur qui a été rapiécé un peu avec Fernando Tatis, qui est un voltigeur depuis quelques années. Jackson Merrill, à qui on a dit durant l'hiver, si tu veux te tailler une place, toi, tu es un arrêt-court, apprends à jouer au champ centre. Quelle belle saison de Jackson Merrill. Moi, je place numéro 2 comme recrue de l'année, mais c'est pas un désaveu à lui, c'est juste que vraiment, je vois Paul Skeens dans ma soupe. Mais c'est un joueur qui est exceptionnel. Dans la gauche, Jurickson Profar, qui devient le joueur qui aurait dû être il y a 8 ans. Oui, que personne ne voulait. Non, c'est ça. Fait que, non, tu sais, si tout ça peut tenir le coup, puis j'ai confiance que ça va l'être, t'as un champion frappeur comme Luis Arraez qui est là, t'as Xander Bogart qui en a vu d'autres qui a déjà gagné la Série mondiale, Manny Machado. Écoute, c'est une belle équipe. C'est une très, très belle équipe. On se dirige-tu vers Padres Brewers en finale de la Ligue nationale, en série de championnat? Puis ça donnerait un méchant spectacle. Oui, probablement que la MLB espère Los Angeles-Philadelphie pour les codes d'écoute, mais niveau spectacle, Milwaukee-San Diego, ça le ferait. Puis l'ambiance à San Diego, moi, j'aimerais ça voir un match de série à San Diego. Ça doit être vraiment cool. Cette ambiance-là, là-bas, tu te rends au stade en Gogun. Puis non, ça doit être quelque chose. Oui, puis j'aimerais ça voir l'ambiance à Milwaukee dans une série de championnat. On n'a pas réussi à se rendre jusque-là. On se rend en série, mais on n'est pas capable de passer ça. Mais j'aimerais vraiment ça voir l'ambiance à Milwaukee dans une situation encore plus importante, là, tout près du but. Là. On salue au passage Craig Counsell, dont l'équipe est à 7 matchs des séries avec 3 matchs à disputer. Excellent point. Les Cubs ne sont plus dans cette course-là, évidemment. Il reste 3 équipes pour 2 postes. Les Braves, les Diamondbacks et les Mets. Commençons avec les Diamondbacks parce qu'ils ne font pas partie de la fameuse situation. Ils ne seront pas au courant de leur sort dès dimanche soir, mais eux, tout ce qu'ils peuvent faire à partir de ce moment-là, il reste 3 matchs à leur saison contre les Giants, je ne me trompe pas. En fait, c'est contre les Padres de San Diego. Va les gagner. Va gagner le plus que tu peux parce que tu peux juste contrôler ce que tu peux contrôler. Si tu te qualifies en série, tu verras après si tu te diriges un peu à l'ouest à San Diego, un peu à l'est à Milwaukee. C'est vraiment pas l'équipe qui est le plus dans le trou présentement, même si la série de la fin de semaine ne sera pas facile. Les Diamondbacks, qui, on le rappelle, sont quand même les champions de la nationale l'an passé. Oui, mais je suis un petit peu déçu de la fin de saison des Diamondbacks. Mauvais début de saison, milieu de campagne extraordinaire, mais fin de saison en queue de poisson. De rentrer de cette façon-là en séries éliminatoires, même si il y a une des deux autres équipes, les Braves ou les Mets, qui risquent de ne pas se qualifier. On rentre un petit peu par la porte d'en arrière. Puis je ne pense pas que ça donne l'air d'aller pour passer au prochain niveau puis faire la même chose qu'on a fait l'an dernier. Il reste qu'une fois qu'on est entré en séries éliminatoires, tout peut arriver. Mais j'ai l'impression qu'on n'entre pas de la bonne façon en Arizona. Ça nous mène aux Mets et aux Braves qu'on doit lier par la force des choses. J'avais honte. Les Mets, 87-70, 157 matchs joués. Les Braves, 86-71, donc à un match des Mets, 157 matchs joués.
Il reste 3 jours avant la fin de la saison officielle dimanche. Ça va les mener à 160 matchs parce qu'il y a un ouragan présentement dans le coin d'Atlanta. Puis, tu sais, c'est pas facile de savoir ça va être quoi l'impact des ouragans. Puis, tu sais, se dire, il va mouiller. Puis, tu peux pas jouer au baseball quand il pleut. Puis, il n'y a pas de toit sur notre stade parce qu'on n'est pas Miami, puis on n'est pas Tampa, puis on n'est pas Toronto. Fait qu'eux autres se sont dit, nous, on n'a pas le goût d'avantager les Mets parce que nous, on finit la saison à maison. Les Mets, il faut qu'ils jouent à Milwaukee. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les forcer à revenir. Puis après, hey, on va espérer qu'ils pognent San Diego. Tiens, revole à l'autre bout du pays. Fait que les Braves ont dit non, on n'accepte pas de retravailler l'horaire pour la série probablement la plus intéressante de l'année. On s'entend là qu'à soir, là, j'ai vraiment envie d'écouter un match entre les Braves et les Mets. J'ai énormément envie d'écouter cette série-là, mais on n'a pas pris de mesure. Puis le commissaire aurait pu imposer sa loi et dire oui, on va retravailler l'horaire. Les deux équipes, vous avez congé lundi, une journée où il annonce beau. Ben, la série va commencer lundi, puis elle ne commencera pas mardi. Puis on va jouer lundi, mardi, mercredi. Puis au lieu de jouer le mercredi soir à 17h le soir quand le match va être reporté, on va jouer en début d'après-midi parce qu'il fait beau en début d'après-midi à Atlanta. L'ouragan n'est pas arrivé encore. Mais on ne l'a pas fait. Le commissaire n'a pas mis son pied à terre pour dire, même si ce n'est pas ce que les Braves veulent, on va le faire. Complètement ridicule. On va se retrouver avec un programme double lundi. Imagines-tu la veille d'un match de série où tu vas peut-être devoir traverser le pays, il faut que tu utilises 18 manches de lanceurs. Puis tu peux pas dire, je vais juste rappeler des lanceurs qui sont des jambons du 3A, puis on va les faire lancer juste pour en tout respect aux jambons. On va les faire lancer pour économiser des manches. Non, il faut que tu te qualifies en séries éliminatoires. Tu n'as pas le choix de faire lancer tes bons lanceurs. Fait que si t'es les Braves, excuse-moi, ben Chris Sale, t'espères qu'il va peut-être être disponible si tu ne l'utilises pas en fin de semaine ou quoi que ce soit. Ça se peut que tu brûles Chris Sale un lundi quand les séries commencent le mardi. Ouais. Si tu brûles Chris Sale le lundi, là, tu peux peut-être pas le faire lancer de la série de wildcard du tout. Là. C'est vraiment quelque chose, cette situation-là. Là. Oui, j'ose espérer qu'on a analysé tout ça chez les Braves. Il y a une partie de moi qui comprend un petit peu la décision des Braves en essayant. Ouais, non, mais je parle de la décision des Braves. La décision de la Ligue, c'est une autre chose. Mais la décision des Braves, tu sais, peut-être que on s'attend souvent à ce que dans un programme double, on split. Donc, chacun va remporter une victoire. On espère qu'on va peut-être avoir quelques victoires en fin de semaine pour avoir cet avantage-là rendu à lundi. Parce que pour les Mets, ce ne sera pas facile de voyager à travers le pays puis d'arriver avec un match qui va probablement être cédulé à 1h lundi. Donc, vraiment, ce ne sera pas idéal. Chez les Braves, on ne fera pas lancer Chris Sale tant et aussi longtemps que ce ne sera pas un match à élimination, qu'on n'aura pas le dos au mur. Donc, il risque d'être disponible à ce moment-là si on doit se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, il y a une partie de moi qui comprend cette décision-là. Mais le baseball majeur dans tout ça, là, où était Rob Manfred? Où était l'état-major du baseball majeur de la MLB qui, comme tu l'as mentionné, aurait dû commencer cette série-là bien avant, aurait dû placer les matchs au moment où on pouvait les jouer. Les Tigers et les Rays, comme on l'a dit tantôt, ils ont déplacé un match en soirée. Ouais. Ça n'avantageait pas les Tigers à ce moment-là. Là. On s'entend là, de jouer un match en après-midi à domicile. C'était pas à leur avantage. Ils se sont entendus avec les Rays. On a joué cette rencontre-là parce qu'on devait la jouer. Mais là, le baseball majeur laisse les Braves un petit peu décider de l'issue des prochains jours. Oui, ce n'est pas à l'avantage des Mets, mais ça pourrait se retourner contre les Braves et pourrait être l'équipe qui est éliminée parmi les trois qu'on a mentionnés. Et là, ce qui va arriver, c'est que dimanche, tout le monde va avoir joué 162 matchs, si tout va bien. Là-bas, on va en avoir joué 160 pour les Mets et les Braves. Puis ça, c'est si on prend pour acquis que demain, il fait beau aussi, parce que je te rappelle, il y a un ouragan en Géorgie. Fait que, tu sais, je ne sais pas, la météo va avoir l'air de quoi demain. Ou ça se peut que même, ouragan ou pas, ça se peut qu'il pleuve dimanche. Ça existe de la pluie, là, en général. Il peut pleuvoir lundi aussi. Il peut pleuvoir lundi. Ça, c'est un bon point. On dirait que. Il y a 2 matchs lundi, là. S'il pleut cette journée-là, on fait quoi, là? Ouais. Puis tu n'as pas de marge de manœuvre parce que les séries commencent le lendemain. Est-ce que tu déplaces tout ton calendrier des séries parce que les Braves ont été trop taouins pour dire ouais, on va jouer le lundi de la semaine d'avant? Tu sais,
ça commence à être compliqué. Oui. Moi, j'ai l'impression que si ça repousse, parce qu'en ce moment, il faut savoir que ces matchs-là ne seront pas obligatoirement joués. Si ça n'a pas d'impact sur le classement, ils ne seront pas joués. Ça se peut qu'ils se déplacent et qu'ils jouent juste un match aussi, sauf que si ça continue comme ça, puis que les équipes sont à l'égalité, puis que les Diamondbacks ne sont pas hors des séries ou complètement qualifiés, qui sont aussi dans le mix, ben, ça se peut qu'on les joue ces deux matchs-là. C'est probable qu'on les joue ces deux matchs-là. Les Mets vont devoir le faire. Francisco Lindor, je regrette, ne peut pas jouer 18 manches de suite sur son dos là, en ce moment. Pas dans une même journée. Non. Donc, ça, c'est un autre avantage pour les Braves. Mais même si on joue juste un match, si on n'est pas capable de le jouer lundi, on le joue quand? Samedi matin? Puis on en joue un samedi soir? Mardi matin, puis on en joue un mardi soir? Ça va être quoi l'horaire des séries? Parce que c'est bien beau déplacer les matchs de wildcard, mais après ça, tu as une série de divisions à jouer. Ça a un impact au bout. Tu ne peux pas jouer sur les autres équipes qui, eux, ont joué leurs 162 matchs qui ont terminé dimanche. Ça a des impacts jusqu'à la fin des séries. Puis le seul à blâmer là-dedans, c'est le baseball majeur. Complètement. Le baseball majeur devait le faire. Moi, je pense qu'ils se sont posé la question, ça va-tu aider à réduire la longueur des matchs? Puis on dit, si le match dure 0 minute, c'est plus court qu'un match avant l'époque des cadrans. Moi, je pense que c'est comme ça que Rob Manfred a réfléchi. Non, mais là, on va jouer deux matchs de 7 manches lundi. De retour en 2020. On revient en 2020, exact. Ils vont signer Madison Bumgarner, il va avoir un match sans point ni coup sûr de 7 manches, puis on va se demander s'il compte. Ça, c'est incroyable. Oui, c'était le fun. Il y a Richard aussi qui nous a demandé justement qu'est-ce qui se passe avec les deux games qui sont remises entre les Mets et les Braves. J'espère qu'on répond à ta question. Il nous a mentionné aussi que si ces Braves entrent en série, sans le MVP de l'an dernier, Ronald Acuna Jr. qui s'est blessé très rapidement, et sans Spencer Strider qui était un candidat au Cy Young, si je ne me trompe pas, c'était même mon candidat au Cy Young, pour toute la saison, il va être content. Il y a Austin Riley en plus qui est blessé. Il y a Albies qui a manqué beaucoup de matchs. Il est obligé de frapper juste comme frappeur droitier en ce moment parce que ça fait trop mal de s'élancer de la gauche. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blessures quand même à Atlanta, puis tu es obligé de patcher avec des Whit Merrifield de ce monde, puis des gars comme ça, Kevin Biggio qui est venu faire son tour. Mais ça a été une drôle de saison quand même à Atlanta. Puis en ce moment, ils ne s'attirent pas la faveur populaire avec les décisions qu'ils prennent par rapport au match de cette série-là avec les Mets. Non, ça aussi, ça résume. On parlait de la saison des Jays un petit peu plus tôt. Ça aussi, ça résume un peu la saison des Braves. Il n'y a rien qui a fonctionné cette année. On est habitué de voir Alex Anthopoulos faire des miracles, mais là, c'était un petit peu impossible cette année là, de faire des miracles avec l'alignement et les blessures qu'il y avait entre les mains. Sébastien, ça fait le tour des équipes qui sont à surveiller en vue des séries. Donc, on va se souhaiter une bonne fin de saison. On va souhaiter que les matchs du lundi ne prennent pas trop d'importance. Parce que, tu sais, bon, moi, je vous le dis tout de suite, s'il y a 18 manches de baseball qui se jouent là, je m'en fous, les Braves et ou les Mets qui affrontent en série, je prends pour l'autre équipe dans la série wildcard. Parce que ça n'aura pas de bon sens. Donc, on va souhaiter que ce soit juste et que ça ne devienne pas un storyline de dire « Ah ben oui, mais les Padres se sont qualifiés parce qu'ils ont affronté une équipe qui était amoindrie. » Puis, j'espère que ce ne sera pas une histoire dans le baseball majeur. Donc, on va surveiller ça avec grande importance. Merci d'avoir été là, Sébastien, encore une fois, pour partager cette passion-là. Toujours un plaisir. Puis juste en terminant, je vais juste te dire que présentement, c'est 7-0 pour les Yankees. Okay. Si les Yankees échappent ce match-là et ne terminent pas au premier rang de la division, je ne suis pas là lundi. Fait que je vais juste te le mentionner. Ben, c'est pas grave parce que lundi, pour ceux qui l'ont manqué, on a un épisode spécial pour mettre la table pour les séries. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura Pascal Harvey qui sera là avec moi si jamais tu décides de caller malade. Fait que on va regarder ça. Donc, c'est ça. On vous invite à être là lundi avec nous, que ce soit en live ou que ce soit, encore une fois, on le mettra là en format podcast comme on le fait à chaque fois parce que Sébastien, tous les podcasts qu'on fait, on les fait en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, mais on les place aussi en format podcast habituel et sur le site de Passion MLB. Exactement. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur toutes les plateformes où on est présentement en direct. On est un petit peu partout. Et comme tu l'as dit, bien sûr, sur notre site web, passionmlb.com. Donc, merci d'être encore une fois nombreux au rendez-vous à nous écouter, de partager cette passion-là avec nous, oui. Et on vous souhaite une excellente fin de saison. On se reparle au tournant des séries éliminatoires.